Bon, donc, je vous en prie de m'excuser pour cette semaine. Il y avait des urgences imprévues, mais ici nous sommes. Bon, donc, le chapitre 3, c'est la machinerie du premier principe. Bon, donc, au deuxième chapitre, on a donné des définitions pour U, l'énergie interne, l'enthalpie, la chaleur puis le travail. On a fait des calculs pour des gaz parfaits. En particulier, on a vu que U est fonction de T seulement, puis H est aussi fonction de T seulement pour des gaz parfaits. Et dans ce chapitre, on regardera des situations plus générales. Le but, donc on regarde des systèmes réels. On veut réduire toutes les quantités à des expressions en termes de choses qu'on peut tabuler et qui sont mesurables. Donc on veut réduire donc, il y a deux propriétés qu'on a vues au dernier chapitre, en particulier CV. C'était quoi la définition? C'était le dérivé de l'énergie interne avec T à volume constant, puis il y avait CP, défini comme dérivé partiel de H avec température, pression constante. Donc, en particulier, dans ce chapitre, on veut réduire nos expressions à des choses incluant ça, qu'on peut mesurer dans le labo puis tabuler. Il y a une autre chose qui s'appelle alpha, qui est définie comme ça. Il y a une propriété kappa T. Puis finalement, il y a une quantité mu qui a une définition un peu bizarre qui est historique. Bon, donc ces choses ont des noms qu'on verra. Le coefficient d'expansion, ça c'est un nom plus anglais. J'ai déjà vu le coefficient de dilatation, coefficient d'expansion. Kappa T, c'est le compressibilité. Isotherme. Pourquoi isotherme? Parce que température est gardée constante. Et cela, c'est le coefficient Joule-Thomson. Bon, donc on verra ça plus tard, mais pour l'instant, on va juste discuter brièvement. Qu'est-ce que alpha mesure? Le changement de volume avec température. Pour un gaz parfait, on peut le calculer directement parce qu'on a une expression pour volume comme fonction de température. Pour des gaz réels, on n'en a pas, mais on peut mesurer sa valeur de alpha pour une température précise ou une pression précise. On peut mesurer kappa T, puis on peut mesurer mu. Bon, donc il faut qu'on discute un peu les dérivés partiels. Donc, parce qu'il y a quelques règles, il n'y a pas beaucoup de règles, mais il y a quelques règles
et on les utilisera beaucoup. Donc, pour une fonction à une variable, puis si on fait un plot, puis c'est n'importe quoi, puis à un point précis, on peut calculer le dérivé de, c'est fonction d'une variable, donc le dérivé total est bien défini. Puis en principe, comme ça. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la pente de la tangente à x0. Donc, un changement qui vient en f, c'est quoi? C'est la pente de la tangente fois le changement en x. OK, on peut raisonner ça. Si ça, c'est pour un petit changement, on a un changement x, puis on a un changement en f, et c'est quoi la proportion? La pente de la tangente ici. Donc, ça, c'est du calcul en variable. J'espère que vous compreniez ça. En deux variables, c'est pas plus compliqué que ça. La différence, c'est que ça devient plus difficile à dessiner. Et je vous avertis que je ne suis pas artiste. Donc, regardez sur Google et peut-être Wikipédia où il y a un diagramme de ce que je dis. Donc, pour une fonction à deux variables, on ne peut pas faire un dessin en 2D, mais en 3D, où on a x, on a y, puis on a f. Puis f a n'importe quelle forme. Puis une dérivée dans une direction avec y, puis un autre dérivé dans l'autre direction avec x. Les deux sont tangentes, mais dans les sens différents. Bon, donc je vous encourage de regarder ça dans le texte ou sur l'Internet. Ce qui est facile, c'est les équations. Donc, un changement en f vient soit de x ou soit de y. Les deux peuvent arriver indépendamment. Les deux arrivent en même temps, mais pour des petits changements, ils sont orthogonaux. Donc, comme on considère des petits changements ici, ils sont indépendants. Donc, c'est quoi la proportionnalité du changement f avec x? C'est le dérivé partiel de f avec x. Puis on va préciser que y est un constant, plus le changement avec y, x traité comme constant fois le changement y. Donc, c'est quoi df? Le montant que f change, c'est un montant petit. Puis, le changement x, puis changement y. Puis ces deux choses-là sont les taux de changement en chaque variable. Et ce qui est important, ils sont indépendants. Bon, finalement, le df, c'est égal à... Ça, c'est une forme que vous allez écrire plusieurs fois.
on a une fonction de deux variables. Ça s'appelle le différentiel total de f. Ok, je vous donne un exemple. Disons que l'énergie interne est une fonction de T et V. C'est le cas dans ce chapitre. C'est quoi du? C'est le taux de changement de U avec T, V traité comme constant, fois le changement T, plus taux de changement U avec V, T tenu constant, fois dV. OK. Pour un gaz parfait, on savait que c'était seulement celle-là. Donc, ça, c'est 0 pour un gaz parfait, mais c'est de côté. OK. Qu'est-ce qui arrive s'il y a trois variables? Okay, il y a pas comme ça dans le cours, mais je vous le montre parce que c'est la même difficulté que deux variables. Donc, vous pouvez aller directement à 19 000 variables et c'est le même. Donc, on a f qui est une fonction de x, y, z. Donc, le différentiel total de f, c'est le dérivé avec x, y et z tenu constant, fois le changement avec x, plus le dérivé de f avec y, x et z constant, fois y, plus le dérivé de f avec z, x, y tenu constant, fois le changement en z. Maintenant, si vous avez n variables, le cas général est facile. On ne le fait pas, on ne le fera pas, mais vous pourrez le voir. Bon, donc maintenant, on va faire les manipulations avec les différentiels totales que vous allez faire plusieurs fois. Et pour les exercices de cette semaine, vous allez pratiquer tous les cas possibles. Bon. On a une fonction de deux variables. On écrit son différentiel total. OK, et on précise x constant. Là, on fait des manipulations que vos cours de maths n'aimeront pas, mais cependant, ils marchent, donc allons-y. Donc, si on divise les deux côtés, qu'est-ce qu'on a? On a df dx. Bon, ensuite, okay. Je vous dis que dx divisé par dx, c'est 1. On tient y constant. Donc, si y est constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y ne change pas, donc dy est 0.
Donc, à gauche, on a maintenant que y est constant. À droite, on a fois 1 plus donc à cause que dy est 0, tout ça est 0, on enlève le 1, puis on a ce qu'on veut, ce qui est évident. Bon, donc, c'est souvent le... OK, c'est toujours le cas qu'il y a 3 variables. OK, et quelles sont les 3 variables? Les 3 quantités qui disent, qui résument l'état du système: pression, volume, température. Le message central du premier chapitre était qu'il y a toujours une relation entre PV et T. Donc, ça suffit de choisir 2. Quelle variable est-ce qu'on choisit? Ça va dépendre. Les variables qui sont toujours les plus convenables pour la propriété qu'on regarde. Bon, donc là, on va faire un cas un peu plus compliqué. On a x, y et z, et z est une fonction des deux autres. Donc, on a une fonction de x et y, et on veut quelque chose comme donc, pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Si on regarde le différentiel total de f, le variable tenu constant ici, c'est y, mais ici, c'est z, et les deux quantités sont différentes. Les mathématiciens n'aiment pas cette nomenclature-là, mais c'est convenable pour la thermodynamique, donc on l'utilise. Les deux dérivés partiels ne sont pas équivalents, mais ils sont reliés et on verra comment. Bon, donc, en premier, on va diviser les deux côtés par dx. Parce que, OK, ce qu'on veut, c'est ça. On va le calculer en utilisant le différentiel total. Je vais me laisser un peu d'espace. Encore une fois, dx divisé par dx, c'est 1.
Maintenant, au lieu de prendre y comme constant, on traite z comme constant. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça ne change pas, ça ne change pas. Ce sont des dérivés déjà calculés. Là, df de x devient le dérivé partiel quand z est constant, puis dy dx, le dérivé partiel quand z est constant. Donc, on va réécrire ça. Une forme que vous reverrez plusieurs fois. Pour simplifier, il y a deux règles. Et seulement deux règles, mais vous allez les utiliser plusieurs fois. Bon, règle numéro 1. Le dérivé partiel, c'est 1 sur le dérivé comme ça. La deuxième règle, c'est la règle cyclique. Donc, avec un ensemble de 3 variables, le produit de ces trois choses est égal à moins 1. Bon, donc là, on a y, x, z. Ici, on a x, z, y. Ici, on a z, y, x. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cyclique. Ne mémorisez pas ces deux règles. Ils seront écrits sur la feuille des équations que vous allez avoir sur l'examen. Toutefois, vous allez les utiliser assez de fois que vous en souviendrez. OK. La dernière commentaire pour les dérivés partiels. Pour une fonction d'état, ce qu'on a déjà vu, f qui est une fonction de x et y. Si on prend le dérivé avec x, puis on traite y comme constant, ensuite on prend le dérivé avec y, avec x constant, c'est la même chose si on prenait les dérivés de l'autre façon. À cause que c'est non ambigu, on peut écrire ça. Et c'est la même chose que... Donc, pour les fonctions d'état, u, h,
puis plus tard, on verra A, G, puis S. C'est toujours le cas. Ce n'est pas le cas. Pour les fonctions de chemin qui sont quoi? Chaleur et travail. Bon, donc, dans ce capsule, j'ai résumé tous les résultats dont vous aurez besoin pour les dérivés partiels. Vous allez avoir beaucoup de pratique avec eux.